Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de vous expliquer de façon plus approfondie qu'est-ce que le régime de la location meublée professionnelle ou non professionnelle et dans quelle case on passe de l'un à l'autre et bien sûr, quelles seront les conséquences fiscales du passage de l'un à l'autre. C'est parti. Comme nous avions pu le revoir précédemment, il faut savoir qu'on loue, on parle de location meublée non professionnelle lorsqu'on loue bien sûr un bien meublé et lorsque le total des loyers, des recettes donc perçues grâce à cette ou ces locations meublées reste accessoire au regard des autres revenus professionnels que vous pouvez toucher ou que les membres de votre foyer fiscal peuvent toucher. Ce qui signifie bien sûr, à contrario, que nous ne sommes pas dans une location meublée non professionnelle lorsqu'on loue nu, lorsque les loyers perçus vont dépasser un certain seuil, donc ne sont plus assimilés à accessoires. Lorsqu'on loue via une entreprise qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, là, effectivement, le régime du LMNP ne pourra plus s'appliquer puisqu'on ne sera plus taxé à l'impôt sur le revenu. Et ou également lorsque l'on effectue des prestations para-hôtelières. D'accord ? Il faut savoir que pour être accepté comme étant un loueur meublé, il y a certaines conditions à respecter. On a une distinction entre le meublé d'habitation et le meublé professionnel. D'accord ? Le meublé professionnel, la loi impose que le bien soit garni d'un certain nombre de meubles pour en permettre l'usage de l'habitation et donc rendre effective la location meublée. On a une liste d'équipements spécifiques qui a été fixée par décret, comme effectivement le fait de fournir la literie avec couette et couverture, le fait de proposer par exemple des volets ou en tout cas des moyens d'occulter les fenêtres, des rideaux pour permettre effectivement d'avoir une chambre à coucher qui sera plus confortable. Sur la cuisine, ça pourrait être effectivement le fait de fournir un four, des fours à micro-ondes, des plaques de cuisson, des réfrigérateurs, des congélateurs, une cuisine équipée de façon suffisamment nécessaire pour en permettre effectivement l'usage, mais également les tables, les sièges, les étagères de rangement, les luminaires, un minimum de matériel d'entretien qui seront donc adaptés. Donc, on a une liste précise qui a été fixée par décret auquel je vous invite de vous reporter. Bien sûr, le décret vous est joint en document annexe au présent cours pour que vous puissiez vous assurer que vous remplissez les différentes conditions dans le cadre du meublé d'habitation. Si vous souhaitez, à l'inverse, proposer du meublé professionnel, ce qui peut être intéressant, notamment dans les réflexions de location d'un espace de coworking dans votre habitation, dans le bien que vous souhaitez effectivement mettre à disposition, pourquoi pas de vos futurs locataires. Si vous avez un projet qui dépasse le seul cadre touristique, on a de plus en plus de projets aujourd'hui qui sont mixtes entre l'habitation et l'espace de coworking. Il faut savoir que pareil, si vous souhaitez être assimilé à un loueur meublé professionnel et proposer des locations meublées, des locations professionnelles meublées, il faudra aussi fournir un certain nombre de matériel. Contrairement aux meublés d'habitation, comme juste vu précédemment, on n'a pas une liste précise fixée par décret. Par contre, la jurisprudence, les usages vont exiger que vous soyez en capacité de mettre à disposition de votre locataire le matériel qui sera nécessaire à l'exercice de son activité. Okay, pour vous donner un exemple très simple, si vous souhaitez proposer un meublé professionnel à un boulanger, il ne faudra pas juste fournir le local avec uniquement Internet et un petit stand. Non, il faudra que vous fournissiez tout le mobilier et éventuellement même le matériel spécifique des chambres froides, potentiellement des fours, des tables de cuisson, alors pas nécessairement non plus tous les appareils d'eux, mais en tout cas du mobilier qui sera spécifique à son activité à lui de boulangerie. Pour revenir sur quelque chose qui est un peu plus important pour vous, puisqu'on est plus effectivement dans le secteur du meublé touristique, si vous souhaitez proposer comme prestation annexe à votre prestation de logement des prestations de location de location d'espace, on revient sur cette question de coworking. Là, par exemple, il faudra que vous proposiez à vos locataires
donc un espace de bureau avec bien sûr une table, pas un ordinateur pour le coup, la personne dans avec son ordinateur, mais avec des fauteuils spécifiques, potentiellement des salles de réunion qui seront meublées, avoir un espace dans lequel vous pourrez avoir le nécessaire pour prendre des cafés, pour prendre un thé, pour pouvoir déjeuner. Enfin voilà, proposer bien sûr Internet, parce que là, pour le coup, dans des espaces de coworking, c'est quand même potentiellement très important pour proposer Internet, l'électricité, voilà, différentes choses. Donc, on dépasse le seul cadre, hein, bien sûr, de la... De, comment dire, on va dépasser le seul cadre du meuble, hein, tout simplement. On va bien vérifier que vous êtes en capacité d'offrir aux futurs professionnels tous les outils nécessaires à exercer son activité. Il pose son ordinateur, il peut travailler toute la journée, toute une semaine, sans problématique particulière, puisqu'il a tout à sa disposition pour exercer effectivement son activité. Donc c'est là où on distingue le professionnel de l'habitation, parce que si on n'a pas une liste précise, l'administration fiscale viendra toutefois vérifier que vous avez bien été mis en mesure, que vous avez bien mis votre locataire en mesure de pouvoir exercer son activité professionnelle dans vos locaux. Alors, ça n'empêche pas de faire des facturations diverses, hein, complémentaires, ça n'empêche pas d'avoir des options différentes, hein, bien sûr, mais ce sont des choses qui sont importantes à réfléchir, parce que si vous avez par exemple un bâtiment intégral et que vous ne proposez pas, et que vous souhaitez effectivement faire de la location de salle, et que vous ne proposez pas de le meubler de manière suffisante, les dépenses que vous ferez par exemple sur l'entièreté du local pourraient ne pas être déductibles de la même manière, puisque on pourrait considérer qu'une partie de votre location n'est pas assimilable à du meublé, et donc que les travaux spécifiques réalisés dessus ne seront pas déductibles, puisque location nue. On ne rentre pas dans ce détail exact pour le moment, puisqu'on n'est pas sur la question de la déductibilité des travaux, hein. Un cours spécifique existe sur ces questions-là. Mais en tout cas, sur la question de dans quel cas on est meublé, il faut savoir qu'effectivement, vous avez soit des listes, soit des usages qui seront précisés. Moi, je vous propose de retrouver en annexe les informations qui vous seront utiles. Donc, la liste précisée bien sûr par décret, et également pour le meublé professionnel, les usages que l'on voit dans la pratique, que moi j'ai pu rencontrer dans ma pratique et auprès de mes différents clients. La question que vous pouvez potentiellement vous poser aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on dépasse le caractère accessoire? Vous vous souvenez, la différence entre le LMNP et le LMP, c'est que le LMNP, le non professionnel, on considère que les locations, que les recettes perçues sont accessoires, que son activité reste accessoire. Ces seuils aujourd'hui sont précisés par la loi, sont parfois remis à jour. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à partir du moment où les recettes que vous allez percevoir sur la totalité des locations meublées perçues, donc, on parle bien sûr que des recettes de meublé, mais de toutes les recettes des meublés, donc pas bâtiment par bâtiment, mais bien sûr toutes les recettes que vous pourrez percevoir sur l'ensemble de votre foyer fiscal. Il faut que l'ensemble de ces recettes soit inférieur à 23 000 € par an et représente moins de 50% de vos autres revenus professionnels, donc les revenus professionnels du foyer. Je parle bien de revenus professionnels. Ça veut dire que si vous avez une activité locative à côté, location nue, bien sûr, et que celle-ci n'est pas assimilée à une activité professionnelle, vous ne pourrez pas, ces revenus-là ne viendront pas dans la balance pour l'appréciation du seuil de 50%. On devient professionnel lorsque les recettes sont supérieures à 23 000 € et représentent plus de 50% des revenus professionnels du foyer. Aujourd'hui, la question de l'inscription au RCS n'est plus obligatoire. À un moment, il fallait, pour pouvoir être professionnel, il fallait aussi être déclaré au RCS. Aujourd'hui, la question n'est plus là. Ce qui fait qu'on peut, potentiellement, selon les années, selon les revenus que l'on percevra, selon les recettes que l'on percevra aussi de ces biens immobiliers, on peut passer parfois du LMP au LMNP, au LMP, au LMNP. Et au cours d'une longue période, une période de 20 années, vous pouvez avoir une certaine variation. Et donc, c'est extrêmement important si vous souhaitez vous lancer dans une activité de location meublée pure et donc ne pas soumettre votre activité touristique au régime du para-hôtelier, comme ce qu'on a pu évoquer dans un cours précédent. Il est extrêmement important de faire attention au seuil.
au seuil, puisque selon les seuils observés, vous pourrez avoir des traitements fiscaux qui seront différents. Effectivement, le LMNP et le LMP n'est pas soumis les locations meublées professionnelles et les locations meublées non professionnelles n'auront pas exactement le même traitement fiscal. En quoi c'est important? Comme je vous disais, on n'a pas le même traitement fiscal. Le LMNP est très intéressant. Vous avez dû pouvoir en entendre parler sur différents, soit en échangeant avec des personnes, soit en lisant un petit peu sur le sujet. Bien sûr, le LMNP est très intéressant puisqu'il permet de cumuler des avantages qui sont propres à la fiscalité des particuliers et des avantages qui sont propres à la fiscalité des professionnels. Lesquels sont-ils? Pour faire simple, on va prendre les plus importantes. Il faut savoir que le loueur meublé professionnel a la possibilité d'utiliser son bien à titre personnel sans avoir besoin de se verser un loyer à soi-même. Ce qui est extrêmement important, par exemple, si vous avez une résidence secondaire dont vous souhaitez simplement procéder à la location, par exemple 5 ou 6 mois dans l'année, vous souhaitez pouvoir l'utiliser ensuite. Si vous restez non professionnel, vous pourrez le faire sans difficulté et sans qu'on vienne demain vous taxer d'abus de droit fiscal ou d'abus de bien social. La question est intéressante si effectivement vous souhaitez continuer à utiliser le bien. Vous avez également la possibilité, le loueur en meublé professionnel aura également la possibilité de bénéficier du régime fiscal favorable applicable aux plus-values réalisées par les particuliers à l'occasion de la vente d'un bien immobilier. Effectivement, lorsqu'on est un particulier et qu'on souhaite vendre un bien immobilier, on peut bénéficier notamment des abattements pour durée de détention qui ne sont pas neutres et bien sûr, la base est donc diminuée au fur et à mesure quand elle est à l'inverse, augmentée au fur et à mesure quand on est en LMP ou lorsque l'on est soumis à l'impôt sur les sociétés. C'est pareil, il y a un cours spécifique que je vous invite à lire sur cette question, sur le traitement fiscal de la revente, donc de la plus-value sur la revente de vos biens immobiliers. Il faut donc savoir que lorsqu'on est LMNP, on bénéficie du régime des particuliers au moment de la revente de votre bien immobilier, ce qui peut être très intéressant, notamment si vous avez conservé très longtemps votre bien immobilier. Ensuite, comme je vous disais, le LMNP peut bénéficier également des mêmes avantages fiscaux que les loueurs professionnels. Effectivement, l'intérêt du LMNP, c'est que à partir du moment où vous allez exercer une activité meublée, vous allez pouvoir déduire beaucoup plus de charges que celui qui loue nu son bien immobilier. Vous pourrez profiter notamment, vous pourrez amortir le bien, ce qui est quand même pas neutre, notamment sur le plan fiscal, puisque vous pouvez effacer potentiellement une partie de votre imposition, puisque vos recettes vont être diminuées à hauteur de l'amortissement du bien. Vous allez pouvoir déduire l'ensemble des charges normales, bien sûr, qui sont supportées sur le bien immobilier et tous les travaux, ce qui n'est pas nécessairement le cas en location meublée, en location nue, pardon. Donc, vous aurez la possibilité de procéder effectivement à la déduction de nombreuses charges qui seront non limitées, comme la location nue. Donc, ça, c'est un des avantages les plus principaux dans la question, pour le statut du loueur meublé, c'est la possibilité potentiellement d'effacer l'imposition sur les revenus perçus, uniquement sur les recettes meublées perçues, on en parlera après. Autre intérêt, c'est qu'il ne sera pas soumis aux mêmes règles que les professionnels purs. En fait, quand on exerce une activité professionnelle, on est soumis à des impôts commerciaux et des prélèvements sociaux qui sont propres, des charges particulières qui vont s'appliquer. Comme on le considère comme étant nos professionnels, les impositions, les taxes, les prestations sociales, les traitements fiscaux et sociaux seront plus faibles que le professionnel. C'est l'une des raisons qui pousse beaucoup de personnes à décider d'acquérir un bien immobilier pour en proposer sa location. Attention toutefois, le LMP peut aussi avoir son intérêt, puisque lorsqu'on loue à titre professionnel, on peut échapper à l'IFI, puisqu'effectivement, les biens immobiliers qui sont exploités à titre professionnel sous réserve de certains seuils, de certaines règles, échappent à l'IFI, ce qui ne sera pas le cas pour le LMNP. Vous allez avoir aussi la possibilité d'imputer les déficits, les pertes que vous allez réaliser au cours d'une année, vous pourrez les imputer sur l'ensemble des revenus de votre foyer fiscal. Et donc, potentiellement, effacer toute votre imposition et non pas juste vos recettes, ce qui n'est pas le cas dans le cas du LMNP, où on ne peut appliquer les pertes réalisées au cours d'une année que sur ces revenus meublés.
que sur ces recettes meublées. Bon, bien sûr, on génère un stock de déficit qui est imputable pendant un certain nombre d'années, 10 ans. Ce n'est pas tout à fait la même chose dans le cas du LMNP, puisque pour le coup, on peut l'année de constatation de déficit imputer sur l'ensemble de ses revenus, donc potentiellement effacer l'ensemble de ses impositions, mais également pouvoir se générer un déficit qui, lui, ne sera pas limité dans le temps, comme le LMNP. Enfin, le fait d'être professionnel permet également, dans une certaine mesure, de bénéficier des régimes d'exonération spécifiques qui s'appliquent aux activités professionnelles. Donc, sous réserve de certains seuils, il peut vite aussi être intéressant de revendre son activité. Lorsque vous revendrez votre bien immobilier et ou votre activité, vous pourrez bénéficier des exonérations spécifiques qui s'appliquent aux activités professionnelles dans certains cas. Ce qui est important aujourd'hui, comme question à se poser, c'est déjà faire un état des lieux de vos revenus professionnels. Quels sont les revenus que vous avez aujourd'hui? Quels sont les revenus que vous avez demain? La question peut se poser si vous décidez, par exemple, demain de quitter l'une de vos activités professionnelles pour vous concentrer à 100% dans votre activité d'hébergement ou diminuer votre activité professionnelle. Bien sûr, le seuil pourra bien sûr varier, même si vous êtes en dessous de 23 000 €, la question peut se poser. Donc, c'est vraiment cette question du 1, quel est mon projet? Comment est-ce qu'il va évoluer dans le futur? Est-ce que je veux revendre tout de suite ou pas mon bien immobilier? Est-ce que je souhaite l'utiliser pour mes propres besoins ou non? Par exemple, une résidence secondaire. Voilà, de nombreuses questions pourraient se poser. Est-ce que vous envisagez, est-ce que la plus-value anticipée ne sera pas si énorme que ça et pour vous c'est plus intéressant d'être assimilé à du professionnel ou non? Ces questions pourront se poser au fur et à mesure. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de se poser ces questions? C'est que si par exemple vous faites l'option d'acheter un nouveau bien immobilier, soit pour éviter de perdre le statut du LMNP, si votre objectif est de rester dans le statut de l'LMNP pour toute ou partie de vos biens, dans ce cas-là, il pourra se poser la question de 1, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de ne pas louer meublé et de louer nu, tout simplement? Ou est-ce que ce bien immobilier, puisque j'envisageais une activité plutôt touristique, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de préférer bénéficier du régime du para-hôtelier comme ce qu'on a pu voir lors d'un module précédent? Donc, ce sont vraiment des questions qui sont importantes pour vous à vous poser. C'est 1, quel est mon objectif aujourd'hui? Quels sont mes revenus aujourd'hui? Quelles sont les recettes que je pense percevoir aujourd'hui? Et comment ça va se passer demain? Bien sûr, vous ne pouvez pas imaginer l'avenir, c'est certain, mais réfléchissez par rapport à votre projet, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Et à chaque fois que vous souhaiterez acquérir un nouveau bien et ou débuter de nouvelles locations ou augmenter les loyers que vous souhaiteriez percevoir, question peut réellement se poser selon votre intérêt ou non de préférer maintenir le bénéfice du LMNP ou à l'inverse, de préférer le régime du LMP. J'espère avoir été claire. Vous trouverez bien sûr le script, tous les outils nécessaires à la fin de ce cours pour vous permettre de faciliter votre prise de choix.